C'est le 22 février 1930 que naît à Marseille la première association de parents d'élèves de l'enseignement libre. Apolitique et non confessionnelle, elle a pour but de représenter les familles auprès des autorités, de permettre l'entraide mutuelle face aux difficultés et de soutenir l'enseignement libre. Et à partir de là, tout va très vite. Des associations de parents voient le jour à travers toute la France, ainsi qu'un secrétariat national qui deviendra en 1935 l'Union nationale des appels. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les écoles libres se voient privées de subventions. Dans le même temps, l'État exige de percevoir des taxes sur les recettes des kermesses organisées pour recueillir des fonds. Un groupement de protestation, le Comité d'action pour les libertés scolaires, se constitue. Durant 5 ans, il va multiplier les pétitions et manifestations de parents. Mai 46, les houillères du centre et midi de la France sont nationalisées et les écoles chrétiennes laïcisées. Pendant plus de 2 ans, les mineurs défendent bec et ongles leurs écoles, mais finissent par perdre la bataille. De nouvelles écoles sont alors construites par les parents d'élèves, leur financement étant assuré par les recettes de loterie et une souscription nationale lancée par l'Union nationale des appels. Ces 2 épisodes largement médiatisés, notamment par le nouveau journal Famille éducatrice, ont un fort impact sur l'opinion publique. En 1950, les Français envoient à l'Assemblée nationale une majorité favorable à l'enseignement libre qui va permettre le vote de lois importantes. En 1951, la loi Barranger implique la création d'une association auprès de chaque école du premier degré. Pour la première fois, les élèves du privé vont également pouvoir bénéficier de bourses nationales. C'est alors que se constitue le modèle d'organisation des appels d'établissement, une association de parents constituée autour d'une école qui envoie des représentants au niveau départemental, régional, puis national. À cette époque, il y a en France 1 600 000 enfants et 6 400 enseignants dans l'enseignement libre. Leur poids politique donne naissance le 31 décembre 1959 à la loi Debré, fixant enfin les rapports entre l'État et l'enseignement privé. Elle consacre officiellement la liberté d'enseignement, mais surtout donne les moyens financiers de l'exercer. L'enseignement libre participe dès lors à la mission de service public d'éducation. Son existence n'étant plus menacée, il peut désormais se consacrer à d'autres missions, comme celle de communauté éducative qui émerge dès 1967 lors du Congrès de Lyon. 1970, l'enseignement libre a doublé ses effectifs. Il regroupe désormais 100 000 professeurs et 2 millions d'élèves. La mise en place des communautés éducatives et de leurs projets requiert toutes les énergies. Le Congrès de Strasbourg de 1975 va être l'occasion de faire le point sur l'ensemble des expériences pédagogiques des écoles libres. Après le deuxième choc pétrolier, le chômage est dans l'esprit de tous. La grande question du lien entre éducation et emploi se pose pour la première fois. À l'occasion du Congrès de Rennes, des pistes sont avancées. Développement des relations école-entreprise, formation en alternance, plus que jamais l'enseignement se doit de prendre en compte les évolutions de la société. 1981, l'élection de François Mitterrand ouvre une période d'inquiétude avec le projet de création d'un grand service public laïque et unifié intégrant le secteur privé. Pourtant, un sondage auprès des Français montre que 71% d'entre eux restent favorables à l'école libre. Touche au plus vif la nation. L'UNAPEL se mobilise. En juin 1984, le projet de loi Savary fait descendre près de 2 millions de personnes dans la rue et la réforme est retirée. 1990, le mur de Berlin vient de tomber. Le traité de Maastricht est en préparation et l'Europe au centre de l'actualité. L'enseignement libre multiplie les expériences présentées au Congrès de Lille. Jumelage entre établissements privés européens, classe européenne délivrant des cours bilingues. En France, l'éducation nationale est devenue le premier budget de l'État. Elle réorganise les rythmes scolaires, les cycles d'apprentissage et finance de nouveaux chantiers. À défaut d'être définitivement éteinte, la querelle scolaire semble désormais pacifiée.
10 ans après le congrès de Strasbourg qui consacrait le projet personnel de l'enfant, la loi pour l'avenir de l'école de 2005 propose de nouvelles missions. Assurer la réussite de tous les élèves, mieux garantir l'égalité des chances et favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Dans les années 2000, le projet du mouvement des appels est approfondi, renforcé. Les congrès se succéderont désormais tous les 2 ans autour de thématiques éducatives fortes, réunissant parents et enseignants comme la lutte contre l'échec scolaire, l'évaluation des élèves, les projets d'établissement, l'orientation ou l'autorité. Aujourd'hui, 80 ans après la création de la première appel, les 30 appels académiques représentent 810 000 familles et plus de 2 millions d'enfants scolarisés dans l'enseignement libre.